Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Sandy, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Avant de commencer, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien Anaïs et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de marketing minimaliste. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Volontiers. Alors moi, donc, je suis Sandy Jacobi. Je suis la cofondatrice de My Marketing Experience et l'hôte de My Marketing Podcast, le co-hôte d'ailleurs. Et moi, mon parcours, en fait, tout le monde en ce moment, c'est la mode de dire qu'on a un parcours atypique. Moi, j'ai pas du tout un parcours atypique parce que j'ai toujours été dans le marketing et j'ai découvert le marketing assez tôt. J'étais encore étudiante, je faisais des petits boulots et c'est comme ça que ça m'est venu. Parce que j'ai découvert la vente en ligne, vendre ses affaires. Et en fait, ça m'a donné envie de poursuivre. Alors, j'ai fait des études en marketing. Et puis après, je me suis retrouvée à travailler dans des PME en B2B. Et j'étais toujours la seule personne marketing. Tu sais, quand on dit la fille du marketing, voilà, j'étais la fille du marketing. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même une grosse différence entre les boîtes qui ont du marketing et celles qui en ont pas. Elles jouent pas à armes égales. Et ça serait pas mal de pouvoir proposer des services en marketing à toutes ces entreprises hyper talentueuses, mais qui n'ont pas de ressources marketing. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de My Marketing Experience, tout simplement. Voilà. Et puis j'ai dit à ma sœur, est-ce que tu as envie de venir avec moi, avec Laurie ? Elle m'a dit, ouais, ok, on le fait. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en 2010. Ta sœur était déjà dans le marketing aussi ou du coup elle t'a rejoint Ouais, Laurie, elle a aussi un profil marketeuse. Elle a travaillé. Alors, la seule différence, c'est que Laurie, elle a travaillé aussi dans des boîtes en B2C et moi, pas du tout. Mais autrement, ouais, elle était dans le marketing et on a fait, quand on était étudiante, on testait aussi nos premières techniques marketing ensemble sur les sites d'enchères, pour tout te dire. Ok, donc une histoire de famille. Exactement. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ta définition du marketing minimaliste ? Alors, c'est très personnel, hein, c'est ma définition du marketing minimaliste. Alors, moi, je me réfère souvent à la personne qui a rendu célèbre le concept de minimalisme. Alors, elle n'a pas inventé, mais elle a rendu célèbre, qui est Marie Kondo. Alors, je pense que tu connais, c'est cette japonaise qui a créé une méthode de désencombrement et de rangement des maisons. Donc, rien à voir avec le marketing, hein, je te l'accorde. Mais derrière, pour moi, l'idée du marketing minimaliste, c'est ça. C'est de désencombrer son marketing et finalement de désencombrer aussi son business d'une certaine manière, en sélectionnant les stratégies et les actions qui ont vraiment un impact, soit qui ont vraiment un impact en termes business, mais aussi qui vont réduire ton impact. On pense souvent à ton impact sur l'environnement, mais pas uniquement sur l'environnement. Ça peut être aussi ton environnement à toi, parce qu'on peut se polluer soi-même en tant qu'entrepreneur ou en tant que service marketing, si on est un gros service marketing, pour optimiser ses ressources. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est essayer d'être sur l'essentiel et de réduire au maximum le superflu. Et je pense que tu l'as constaté, c'est très facile à dire, mais c'est pas du tout facile à faire. Bah oui, moi je le vois très bien avec plusieurs de mes clients et même moi-même je tombe dans le piège, c'est-à-dire qu'on veut être sur toutes les plateformes ou en tout cas, et même si on choisit une seule plateforme, par exemple LinkedIn, on se prend vite au jeu de créer beaucoup de contenu, de suivre, de commenter, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et en fait, si tu rajoutes LinkedIn, la newsletter, le podcast, ça fait plein de briques et ça fait rapidement beaucoup. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce que tu fais le tri ? Alors concrètement, comment on fait le tri ? Je pense qu'en fait, il faut pas essayer d'aller trop vite. Parce que on est quand même un business et on a quand même besoin d'avoir derrière une rationalité qui est économique, d'avoir de la performance. Donc, faut pas trop se précipiter. Mais il faut se poser des bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, c'est déjà avoir une vision de se dire qu'est-ce qui a de l'impact et qu'est-ce qui en a pas. Donc, c'est cette notion de retour sur investissement. Donc, on peut dire ROI pour aller un peu plus vite. Le retour sur investissement. Donc, il y a déjà le retour sur investissement qui peut être financier. Donc, déjà, se poser la question, les actions que je mets en place, est-ce qu'elles ont vraiment un retour sur investissement à court ou moyen terme ? Et je pense que je peux pas imaginer que tu n'aies pas l'exemple parmi tes clients. Tu sais, c'est cette action que tu mènes, genre ce salon professionnel à 1000 bornes de chez toi que tu fais tous les ans, mais sans te demander si vraiment il te rapporte des clients et si vraiment, si tu le fais pas, est-ce que ça va engendrer quelque chose ? Parce que derrière cet événement qui est à 1000 km de chez toi, déjà, tu as un coût. Les salons professionnels sont quand même à donner. Le mètre carré, en général, est assez cher. Tu as le déplacement.
T'as toute la com à faire si tu fais bien ton boulot. T'as les pop-up stands, enfin l'habillage du stand, souvent en PVC. Donc même si, et même j'ai envie de te dire, même si on oublie tout ce qui est écologique, derrière, t'as des coûts et des ressources que tu vas mobiliser. Et finalement, enfin, moi, je peux t'assurer que la plupart du temps, quand j'analyse, il n'y a pas de temps de retour sur investissement sur les salons professionnels. Et je ne veux pas me mettre la communauté des organisateurs de salons à dos. Mais je dis pas qu'ils sont tous pareils. Mais il faut se poser la question. Donc déjà, mon ROI à court et moyen terme sur certaines actions. Et puis après, il y a des notions qui sont super intéressantes et qui ont été notamment abordées par Grégory Pouy. Je ne sais pas si tu écoutes son podcast Vlan. Et lui, il a parlé de tout ce qui est retour sur investissement non financier à court terme. Et par exemple, le retour sur investissement à court terme non financier, c'est est-ce que je sensibilise ou non à une cause. Donc tu peux te dire, ouais, peut-être que j'accentue mon marketing, j'ai pas de retour sur investissement financier, mais je sensibilise à une cause importante. Et je vais prendre ton exemple, par exemple, Anaïs, tu peux te dire, oui, mais moi, je fais du podcast, mes épisodes, ils polluent parce qu'ils sont sur des serveurs, tout ça, mais finalement, au travers de ce podcast, je porte un message pour avoir un impact plus large et qui compensera largement ce que je fais. Donc, tu peux te dire, OK, bon, il n'y a pas de, peut-être un retour sur investissement financier, ce que je te souhaite, mais en tout cas, tu peux avoir un retour sur investissement non financier de cette manière-là. Et puis après, il a donc toujours Grégory Pouy, hein, je ne vais pas m'attribuer le mérite parce que c'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il parle du ROI financier à long terme. Et ça, malheureusement, peu de gens l'oublient, c'est tout ce que tu vas engendrer comme retour positif financier à long terme. Et je pense que je vais parler d'une notion que tu connais très bien, c'est la notion de dark social. Enfin, le fait d'avoir communiqué et que tu deviennes une marque ou une personne, si tu es en personal branding, top of mind, ça te rapporte du business qui est pas vraiment mesurable. Tu sais pas d'où ça vient, comment les gens parlaient de toi, mais le business, il continue de tomber juste parce qu'on te connaît. Et ça, c'est hyper puissant. Et puis, tu as le retour sur investissement non financier à long terme et qui est ton image de marque. Vraiment, la relation d'attachement que les gens vont avoir par rapport à ta marque. Et le problème, c'est que parfois, ce qu'il y a beaucoup de retours sur investissement financier à court terme, ça va bousiller ton retour non financier à long terme. Typiquement, pression publicitaire, tout ce qui est messages non sollicités, le spam. En fait, ça permet souvent d'avoir des retours, des ventes à court terme, mais ça érode ton image à long terme. Donc ça, par exemple, le marketing minimaliste, on doit beaucoup se poser la question sur l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Donc concrètement, quelles questions on peut se poser pour faire cet arbitrage ? En fait, c'est des questions qui sont super simples. C'est des questions qui vont aller dans le sens de qu'est-ce que veulent vraiment mes clients? Donc, on retourne complètement aux fondamentaux du marketing. C'est est-ce que cette action est bénéfique pour l'image de mon entreprise, par exemple? Est-ce que ça va rendre mes clients heureux et satisfaits à court terme, mais aussi à long terme? Est-ce que j'apporte de la valeur quand je fais ça? Ou quand je dis ça? Ou quand je fais cette action? Est-ce que c'est indispensable à mon entreprise pour me développer ou pour satisfaire mes clients de faire ça? Et donc, l'exemple du salon professionnel était assez caractéristique. C'était finalement, est-ce que c'est nécessaire? Non, ça me rapporte 0. Est-ce qu'en termes d'image, c'est nécessaire? Non. J'arrête. Ouais, du coup, le choix devient assez simple une fois qu'on a posé toutes ces questions-là, quoi. Simple. Disons, ça va t'aider, ça va t'aiguiller. Mais encore une fois, ce sont des tests et puis c'est pas aussi facile. Mais si tu reprends l'image de Marie Kondo, je sais pas si tu regardais, si t'as déjà vu un épisode à la télé, c'est assez drôle. C'est très théâtral. T'es pas obligé de faire ça dans ton marketing et dans ta boîte, mais tu sais, elle prend un vêtement et elle dit, ok, ce vêtement, est-ce qu'il m'apporte toujours quelque chose dans ma vie? Tu peux poser ça pour toutes tes actions marketing et tes stratégies. C'est est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que à long terme ou à moyen terme ou à court terme, est-ce que ça m'apporte? Et après, tu peux dire, est-ce que ça me procure un sentiment? Alors, elle dit, est-ce que ça me procure de la joie? Bon. Tu peux te poser cette question. Honnêtement, c'est pas une question idiote, mais je suis pas sûre que tous les entrepreneurs et tous les chefs d'entreprise ou même les équipes marketing peuvent dire, oui, ça me rapporte de la joie, ça m'apporte pas de la joie. Mais en tout cas, dans ton business, ouais, moi, je pense que tu peux te poser une question. Typiquement, est-ce que l'offre que je propose, ça me procure, moi, de la joie de la vendre? C'est intéressant de se poser la question. Moi, je connais plein de gens, j'ai déjà eu plein de gens en accompagnement qui me disaient, non, mais cette offre, je la vends mal, mais tant mieux parce que de toute façon, je l'aime pas. What the fuck? T'as qu'à l'enlever ton offre si tu l'aimes pas. Tout simplement. C'est ça aussi être minimaliste. Ouais, du coup, tu te libères aussi d'une charge mentale par rapport à cette offre. Exactement. Cette action.
Donc c'est très lié, le marketing minimaliste, à cette notion d'impact écologique, mais il y a l'écologie de soi-même finalement qui est aussi hyper importante. Par exemple, je sais que tu avais fait des changements importants sur My Marketing Podcast avec justement cet objectif d'être plus minimaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer ces changements et me donner un peu tes retours à moyen, long terme? Oui. Alors, My Marketing Podcast, on l'a sorti un peu comme ça. Il n'y avait pas trop de stratégie. On avait juste envie de faire un podcast. Et on s'est posé la question quand même de se dire... on a fait plusieurs constats. Déjà, un podcast, c'est très chronophage. Hein, il faut tenir le rythme. Je pense que tu n'iras pas contre ce que je dis. Un podcast, ça prend du temps et souvent beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc déjà, on voulait arriver à mieux gérer ça et aussi réduire l'impact sur l'environnement. Parce qu'à chaque fois que tu fais un podcast, comme on le disait, eh bien, en fait, tu as ton podcast, ton fichier, hein, ton enregistrement qui est hébergé sur un serveur, ça prend de la place. Et puis, il y a l'aspect toute la promotion autour. Tu vas envoyer une newsletter. Donc, tout ça, ça a un impact. Cumulé, ça a un impact. Donc, concrètement, on a réfléchi, on s'est dit, OK, ben, on va passer plus qu'à un épisode une semaine sur 2. Donc, on a réduit par 2 la fréquence. Et ensuite, on a voulu réduire le poids des fichiers, des enregistrements, en se disant, bon, ben, on va enlever le superflu, on va enlever l'intro, on va enlever le jingle, on va enlever l'outro, on mettra rien à la fin. Vraiment, on livre le produit et le contenu hyper brut pour réduire la durée, donc réduire le poids, et puis offrir l'essentiel. Alors, ça, on l'a tenu pendant plus d'1 an, comme ça. Et ce qui a été positif, donc je vais déjà te partager ce qui a été positif, c'est que on a réduit la charge mentale. Ça, c'est vrai que quand tu divises par 2 ton job, ça te fait plus de place. Parce que podcasteur, c'est comme toi, nous, on n'est pas des podcasteuses professionnelles, c'est quelque chose qu'on fait en plus, c'est à côté. On a évidemment réduit l'impact, donc puisque tu communiques 2 fois moins et que tu produis 2 fois moins de contenu, tu as 2 fois moins d'impact, donc ça, c'est très positif. Et je pense quand même ne pas me tromper quand je dis qu'on a construit une belle image parce qu'on a eu quand même beaucoup de retours positifs, pas mal d'avis sur Apple Podcast, on a eu du business, clairement, on a eu des demandes qui sont venues via le podcast. Donc ça, c'est positif. Maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, faut pas se précipiter ou c'est pas magique. Il y a quand même un résultat qui est pas aussi positif que ce qu'on voudrait sur certains aspects et qui vont demander du coup des ajustements. Donc, par exemple, la première erreur que je vais te partager, c'est que en voulant faire hyper superflu, on a fait trop superflu. On a enlevé, quand tu enlèves l'intro de ton podcast, ou l'outro d'ailleurs, quand tu enlèves l'intro, exactement, tu enlèves ton branding. Donc, t'es beaucoup moins identifiable. Les nouveaux auditeurs qui te découvrent, en fait, ils savent pas quitter. Voilà, ils arrivent un peu comme ça, ils voient de la lumière, mais tu prends pas le temps de dire qui tu es, ce que tu fais. Donc, c'est pas optimal et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des gens qui consommaient notre contenu sans savoir que derrière, c'était My Marketing Experience. C'est un peu con quand même, excuse-moi l'expression, mais c'était pas le but à la base. Donc ça, c'était une grosse erreur. Par chance, le contenu plaisait et plaît quand même. Donc ça va. L'autre erreur, c'est d'avoir enlevé tout ce qui est outro à la fin. Alors, je sais pas, outro ou outro en anglais. Mais ça veut dire que derrière, pour aller plus vite, on ne disait pas laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast, il n'y avait pas d'appel à l'action, il n'y avait rien. Donc, si tu mets pas d'appel à l'action, tu n'as pas d'action. C'est un peu... Donc, ça, c'est pas bien et je recommande pas de le faire. Et une autre chose aussi qui est pas optimale, c'est que finalement, quand tu publies un épisode une semaine sur 2, tu bénéficies beaucoup moins des algorithmes d'Apple Podcast et des plateformes de podcast qui vont te favoriser la fréquence de contenu. Donc, tu as plus de mal à faire décoller ton podcast. Ce qui fait qu'en nombre d'écoutes, on n'a pas un nombre d'écoutes qui est pourri. Je pourrais même pas t'en donner un exemple, mais on va dire autour de 1 millier à peu près par mois, ce qui est pour un podcast marketing B2B qui est bien, mais bon, ça pourrait être beaucoup mieux. Tout ça parce qu'une semaine sur 2, tu crées pas de l'attraction. Donc, on s'est posé, on s'est dit, OK, on veut toujours essayer de tendre vers du minimalisme, mais on veut quand même que les choses s'améliorent. Et donc, je vais te partager la nouvelle, ce qui va arriver, puisque pour l'instant, My Marketing Podcast est en pause, on prépare la prochaine saison. Donc, en fait, on va passer sur un modèle hebdo, c'est-à-dire sur une fréquence hebdo. On va repartir sur une fois par semaine, mais
par saison. C'est-à-dire qu'on fera des pauses, il y aura des intersaisons, ce qui permet de conserver le même nombre d'épisodes globalement, mais de bénéficier de l'attraction, on espère, je te dirai ça peut-être dans quelques mois, mais de bénéficier de l'attraction des plateformes de podcast. Et puis après, on se repose un petit peu, puis on repart. Et on va réintégrer évidemment une intro et un jingle, enfin de l'identité et du branding, parce que ça, c'était, je pense, la pire erreur qu'on ait faite. Mais par contre, on aura des épisodes qui seront solo, qui seront réduits à 10 minutes, un peu comme toi, je crois. Et les épisodes avec les invités qui seront autour de 30 minutes. Donc, au lieu d'avoir des épisodes solo qui avaient tendance à être sur les 10, 20, plutôt 20 minutes, on va les réduire par 2. Donc, ça permet d'équilibrer, mais en réorganisant les choses. Et je sais pas si ça aura l'impact qu'on veut, mais on se dit qu'on peut tester au moins ça, quoi. C'est super intéressant parce que c'est exactement les questions que je me pose en ce moment. Moi, j'ai lancé le podcast là en janvier, je suis à un épisode par semaine. Et ça se passe bien, mais c'est un peu vertigineux de se dire c'est quand même beaucoup de travail. Il va falloir tenir ça sur la durée. Mais l'option de partir sur des saisons avec des pauses, réduire la durée des épisodes, ça, je trouve ça très pertinent. Ben, qui vivra verra, je te dirais. Mais ouais, tu vois, quand tu fais toutes les semaines, il y en a plein qui le tiennent, il y en a qui font plus et respect total. Mais c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et je pense qu'il faut arbitrer. C'est vraiment de l'écologie de soi. On n'y pense pas, mais c'est vraiment l'écologie de son temps aussi, quoi, et de ses efforts. Du coup, cette démarche de marketing minimaliste, c'est quelque chose, ça serait plutôt un effet de mode ou c'est une véritable alternative au marketing classique? C'est pas une question facile en fait. C'est même, enfin, elle est super bonne cette question. Elle est super bonne. Alors, moi, de tout mon cœur, j'espère que c'est pas un effet de mode, parce que si on écarte le côté écologie de soi-même, parce que j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de te tuer à la tâche, bah, c'est pas, fais-le. Mais en revanche, si t'as envie de tuer l'environnement, là, ça m'embête un petit peu plus à titre perso. Je pense que c'est surtout lié à une prise de conscience. Euh, Moi, je vois dans ma vie personnelle, j'aspire à du minimalisme, beaucoup. Par exemple, j'achète rien que j'estime pas nécessaire. Je ne garde rien non plus de ce que je n'estime pas nécessaire. Donc, je garde pas mes vêtements, je les revends ou je les donne. Voilà, mais ça fait, je sais pas, genre 20 ans que je suis comme ça. Et c'est beaucoup plus difficile à faire dans son business. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à faire dans son entreprise que dans son business. Mais aujourd'hui, l'effet de mode, moi, je n'y crois pas. Parce que si c'était vraiment à la mode, il y aurait beaucoup plus de gens qui en feraient. Or, j'ai pas l'impression que ça ait gagné beaucoup de terrain. On en parle plus, mais est-ce qu'on en fait plus? Je le souhaite. J'en suis pas hyper convaincue. Donc, tu as quand même des mouvances de slowpreneuriat, tu as quand même des mouvances de slow marketing. Et je dis pas que c'est inexistant, mais je pense que ça relève plus de démarches personnelles que tu appliques dans ton entreprise que réellement des gens qui l'adoptent en te disant c'est la voie sacrée et c'est comme ça que ça doit être. Ouais, et parce qu'ils ont été convaincus. Mais je crois sincèrement que des initiatives comme ton podcast contribuent à sensibiliser les gens et à ce qu'il y ait cette prise de conscience. Et du coup, comme tu auras cette prise de conscience, ils vont mettre la démarche. Mais on pourra jamais forcer les gens à le faire. C'est Ouais, je impossible. comprends. Mm. Mais du coup, tu vois, moi je te rejoins sur la démarche, la prise de conscience et la démarche personnelle parce que comme toi, moi ça fait des années que je consomme moins. Typiquement, par exemple, les vêtements, j'ai pas acheté de vêtements neufs depuis au moins 5 ou 6 ans. Mais tu vois, ça c'est une démarche qui est personnelle et qui n'impacte que moi. Et en fait, le fait que d'autres personnes à côté achètent encore de la fast fashion tous les jours, dans mon quotidien, ça va pas vraiment avoir d'impact direct. Alors que par rapport au marketing, je trouve que c'est là la difficulté, c'est que si je décide de mettre en place un marketing minimaliste et de notamment publier moins, par exemple, j'ai quand même des concurrents qui, eux, continuent à publier du contenu tous les jours et donc à avoir plus de visibilité, et à jouer avec l'algorithme des réseaux sociaux et donc plus de notoriété, quoi. C'est très vrai. Et c'est une question hyper cruciale. Ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est vrai que quand tu choisis d'être minimaliste, tu t'imposes aussi d'être probablement de plus haut niveau que les autres à chaque fois que tu prends la parole, pour marquer plus les esprits. Euh, et c'est pas évident, hein, clairement. Après, tu peux aussi te dire que certaines actions, euh,
j'en parlais avec une personne qu'on a interviewée sur le podcast, justement, où on a fait un épisode sur le marketing durable, pas forcément minimaliste. Et nous, chez My Marketing Experience, on est vraiment super engagés. On essaye de limiter au maximum tout. Notre mobilier, c'est du mobilier d'occasion. Nos ordinateurs, là, tu vois, je vais faire changer la batterie plutôt que je vais faire changer mon ordinateur parce que bon, la batterie est down, donc il faut quand même faire quelque chose. Mais l'ordinateur marche bien. Et en fait, tu vois, j'en parlais, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et, euh, et Sébastien Huchet, donc, que je t'invite à découvrir, qui est vraiment top, il dirige tout ce qui est développement durable chez Decathlon France, et il me disait, mais en réalité, quand tu es toi-même très engagé et que ta boîte, elle est super engagée, les retombées positives de cet engagement que tu portes, tu vois, par exemple, en donnant la parole, en ayant des messages marketing qui sensibilisent, tu vas avoir plus d'impact que si tu décides, par exemple, de moins publier sur LinkedIn. Tu peux très bien te dire, OK, bah, je vais continuer de publier tous les jours sur LinkedIn, c'est pas grave, mais je vais réserver un post sur 10 ou 2 posts sur 10 à faire de la sensibilisation à grande échelle. Tu vois, tu peux le tourner comme ça. D'un côté, ça va servir tes objectifs de visibilité à toi, et d'un autre côté, ça va servir ton message et ton engagement, et sensibiliser à plus large échelle d'autres personnes. Donc, tu vois, tu peux le rallier. Tu peux faire les deux. Ouais, c'est intéressant. J'avais vu cette discussion aussi dans mon interview avec Adrien Martial sur la vidéo, qui a un impact aussi environnemental très important dans sa conception, diffusion. Et effectivement, son message, de dire c'est pas tant la vidéo que le message qu'elle contient qui est aussi important. Et donc, il y a une balance à jouer à ce niveau-là. Quelles sont tes recommandations pour adopter une stratégie marketing minimaliste? Bon, moi, ma première recommandation, parce que c'est tiré de mon expérience, c'est de pas trop se précipiter non plus. C'est de se poser des questions, mais pas de prendre des décisions hyper tranchées tout de suite, genre tout ou rien. Parce qu'en fait, c'est comme, peu importe dans quoi tu t'engages, si tu fais ça, tu le tiens pas durablement. Tu vois, c'est comme les régimes, comme te mettre à publier régulièrement. Si tu prends des décisions aussi tranchées et rapidement, tu risques de pas les tenir. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre, je pense que si les gens écoutent jusqu'ici, c'est que c'est top et c'est un super concept, mais c'est pas aussi simple et évident quand on parle de business. Donc pour moi, on peut vraiment faire la même chose que dans sa vie perso, mais on va se poser des questions comme qu'est-ce qui compte vraiment pour mon business et pour mes clients? Tu vois, ma recommandation, c'est tu te poses et tu te dis, OK, aujourd'hui, je suis connue pour quoi? Qu'est-ce que les gens aiment chez moi? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils restent? Est-ce que les gens, ils restent pour toi parce que tu as un contenu de super qualité? OK, bah, le contenu, je vais pas y toucher. Est-ce que les gens, ils restent pour toi parce que tu as une super newsletter? Bah, finalement, peut-être que ma newsletter, elle est pas tellement suivie, mais par contre, on me suit beaucoup sur LinkedIn. Voilà, peut-être que je vais dégager ou réduire ma newsletter. Est-ce que, pareil, tes offres, est-ce que les gens, ils adorent cette offre ou finalement, t'as pas des retours si oufissimes? Dans ces cas-là, soit tu l'adaptes, soit tu la dégages. Et on a le droit de supprimer les offres, c'est hyper ok avec ça. Et donc, tu vas commencer à supprimer des choses. Et ça, c'est hyper difficile. Franchement, je vais pas dire aux gens trop simple, tu supprimes. Non, il y a des choses qui seront simples à supprimer. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus difficiles à supprimer. Mais ça, c'est vraiment ma recommandation. Faire des petits tests, des tests sur des toutes petites choses au départ, et puis après, tu vas crescendo. Tu vois, tu commences pas par te séparer de l'objet auquel tu tiens et que tu as depuis toujours. Tu vois, tu commences par te séparer de choses très très simples. Ouais, je comprends. On avait fait, et sur le fait d'y aller pas à pas, j'ai le cas avec un client où en fait on a pris la décision, du coup, maintenant il y a presque 1 an et demi, de ne plus alimenter le compte Instagram. Parce qu'en fait, on avait analysé que la cible se trouvait pas sur Instagram, que il y avait très peu d'engagement et de visibilité sur le contenu qu'on publiait. Donc, on a déjà mis en pause, on a fait un feed fixe qui présente la société, qui n'a pas été alimenté depuis. Et là, maintenant, se pose effectivement la question, au bout d'un an et demi, de se dire, bon, bah maintenant, ce compte-là, qu'est-ce qu'on en fait? On l'a pas utilisé depuis, ça n'a pas changé la vie de la société, donc finalement, c'était pas un... Enfin, on savait déjà que c'était pas un canal d'acquisition, mais c'est confirmé. Ça l'a confirmé, donc maintenant, est-ce qu'on supprime le compte ou pas? Et comme ça, on clôt un sujet, effectivement, on réduit encore un peu plus l'impact. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de préconiser d'avoir une présence, on va dire, visuelle pour préempter le nom, en fait, et pour que l'entreprise, mais de pas forcément l'alimenter. Et My Marketing Experience, nous, au début, nos principaux canaux d'acquisition, c'était Facebook et Twitter.
Et puis un jour, ça a changé. Enfin, je veux dire, ça a baissé, puis pour devenir inexistant. Bon, bah, on a arrêté. On n'a pas continué d'alimenter ces canaux. Peut-être que ça rechangera. Peut-être que demain, bon, Facebook, j'ai du mal à l'imaginer. Mais pourquoi pas, hein, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Mais du coup, on a arrêté de les alimenter. Et typiquement, c'est ça. Par exemple, moi, je fais aucun événement. Enfin, c'est hyper événement physique, je veux dire. C'est hyper rare, quoi. Je vais jamais à des salons parce que ça me rapporte pas de business et puis parce que c'est aussi, j'ai pas forcément envie de voyager beaucoup. Et comme tu disais, voilà, les réseaux sociaux, oui, on est sur LinkedIn et sur Instagram, mais Twitter et Facebook, on les a laissés tomber. Moi, maintenant, mes recommandations aussi, c'est de plus être forcément sur tous les réseaux, quoi. Ça prend trop de temps pour bien se positionner. Bah, ça peut être pertinent pour certaines marques et si tu as les ressources qu'il faut aussi. Pareil, quand tu es un petit business, tu as un nombre de ressources limité. Bah, les gros aussi, mais on va dire que souvent, ils ont des budgets un peu plus colossaux. Donc, peut-être qu'ils ont des stratégies très fines sur chacun des canaux et ils peuvent y arriver. Mais c'est sûr que quand tu es une TPE ou une PME, vouloir jouer sur tous les tableaux, tu vas vachement te diluer et tu vas pas y arriver, quoi. Sandy, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Bon, moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est très paradoxal parce que techniquement, le marketing, c'est quelque chose qui est supposé pas aller vite, mais c'est l'image qu'on en a, tu vois, on lance des trucs. Bah, tout simplement, pour moi, c'est vraiment slow, genre, prends plus le temps de la réflexion. Pas forcément le plus de temps pour agir, parce que je suis une personne d'action, et moi, je préconise souvent, je pousse beaucoup nos clients à agir, mais par contre, prendre un poil plus de temps pour réfléchir, même quand tu es en train d'agir, peut-être que tu peux te dire, ok, je commence un truc, mais continue de réfléchir et de prendre ce temps, fonce pas toujours à tête baissée sans te poser de questions. Et pour moi, c'est vraiment ça le slow marketing. C'est pas forcément se la couler douce et faire une action ponctuelle de temps en temps. En tout cas, ce serait pas ma définition, mais c'est toujours de continuer en permanence de se poser la question, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile, et slow down plutôt dans ta réflexion tout le temps, mais agis quand même, quoi. L'idée, c'est pas de rien faire. J'aime beaucoup. Est-ce que c'est la tienne? Peut-être c'est genre tu dis, Sandy est trop à côté de la plaque. Non, non, j'aime beaucoup, ça me parle. En fait, moi, la démarche à la base, c'était surtout de lancer un mouvement de questionnement sur le marketing. Donc, c'est pour ça que j'aime bien que tu aies mis tout de suite le temps de la réflexion et des questions. Et, et à la base, je m'étais inspirée du mouvement Slow Food, Slow Fashion, et où justement, c'était comment est-ce qu'on fait les choses différemment, référencer en tout cas pour le marketing, référencer des outils autres que ceux qu'on a l'habitude d'entendre parler et qu'on utilise de manière automatique. J'ai vraiment l'exemple, pour moi, c'était le jour où j'ai découvert qu'on pouvait utiliser d'autres outils d'analytics pour son site web que Google Analytics. Et j'étais là genre, quoi? Et qu'en plus, ils avaient beaucoup What? moins d'impact. J'en ai découvert un il y a quelques jours. C'est Il cool. y en a plein et c'est ça qui est fou. Et c'est juste qu'on est tellement formaté à les analytics de ton site, ils doivent être sur Google Analytics qu'on se pose même plus. Il y a plein de choses où on se pose plus de questions, quoi. On Je fait pose plus de juste comme questions. exactement. Donc moi, c'était la démarche. Donc ouais, ça me parle bien. Mais tu vois, un exemple de marketing qui pour moi est minimaliste et qui pourrait rejoindre le slow marketing, mais c'est plus du minimalisme. Quand tu es minimaliste, tu préconises la mutualisation. Tu vois, par exemple, au lieu Ouais. d'acheter une perceuse, eh ben, tu vas te dire, OK, j'achète une perceuse et puis toute la famille, tu peux prêter ta perceuse parce que tu l'utilises pas tous les jours. C'est un exemple. Ben, finalement, quand tu te tournes vers tout ce qui est partenariat, Mhm. quand tu fais des lives, l'autre jour, tu as fait un live, par exemple. Tu as fait un Ouais. live avec Fatih Sella. Puis tu aurais pu faire un live, toi, Anaïs, de ton côté, et Fatih aurait pu faire un live, lui, de son côté. Donc, vous auriez utilisé 2 fois plus de bandes passantes, de stockage sur les serveurs. Vous avez décidé de mutualiser vos audiences pour Ouais. avoir un bénéfice commun. Bah, techniquement, pour moi, ça rentre dans le cadre du marketing minimaliste. Tu mutualises des ressources, du temps et d'une certaine manière un investissement pas forcément financier, mais tu pourrais. Personne t'empêcherait de le faire. Ouais. Dans les partenariats, il peut y avoir du partenariat financier. Bah, typiquement, ça peut faire partie des outils d'un marketing minimaliste. Tu mutualises. Super intéressant. J'avais jamais vu la chose comme ça.
Selon toi, si je devais inviter quelqu'un sur ce podcast, du coup, pour continuer cette conversation sur le marketing responsable, ça serait qui? Waouh. Je dois en citer qu'une. Alors, moi, la première personne qui me viendrait à l'esprit, c'est la personne que j'ai citée pendant ce podcast, c'est Grégory Pouy de Vlan. Donc, appelle Grégory si tu as envie de venir parler de marketing responsable. Je pense qu'Anaïs t'accueille les bras ouverts. Après, moi, j'ai eu vraiment un chouette entretien avec l'autre personne que j'ai citée, qui est Sébastien Huchier, responsable développement durable France de Decathlon. Il est extrêmement engagé. C'est une personne passionnante qui est hyper calé sur tout ce qui est économie circulaire et il a une vraie compétence marketing aussi. Voilà, ça fait 2 personnes. Déjà, c'est pas mal. C'est très bien. Mais écoute, merci pour les recommandations. Quand est-ce que se relance le podcast My Marketing? Écoute, j'ai pas de date à te donner, mais on avance bien et je dirais que allez, dans 1 mois et demi. Ok, top. J'ai pas de date, mais on va dire 1 mois et demi vers avril, fin avril. Hâte de suivre ça. Ouais, on aura fait une pause de 4 mois à peu près. Mais c'est ça aussi être slow, tu vois, c'est de se dire ok, faut qu'on fasse un truc. J'arrête d'être tête baissée. Il y a des choses bien, mais il y a des choses qui me conviennent pas. Bon ben, qui n'ont rien à voir avec du marketing minimaliste forcément, mais ça fait partie. Te demander pourquoi tu continues de faire les choses, déjà c'est bien. Ouais. J'avais une discussion avec Laureline sur l'épisode sur le storytelling, où justement on parlait de se connecter plus aussi avec la nature et avec le fait que la nature fonctionne en cycle et pas toujours en train de donner la même chose tous les jours de manière constante. Et c'était une image que j'avais trouvée assez intéressante aussi. Ah ouais, c'est super intéressant. Mais de toute manière, quand tu as un business, tu sais que déjà, tu fais pas tous les mois le même mois. Hein. Ce serait bien qu'on ait toujours des super bons mois ou toutes les années des super bonnes années, mais tout est cyclique parce que nous, on n'est que cycle, la nature est un cycle, l'économie est cyclique aussi. Et je trouve que c'est très juste ce qu'a partagé Laureline, c'est ça que tu disais. Ouais. C'est hyper juste. Mais c'est hyper juste, mais en même temps, ça reste difficile à accepter. Enfin, je sais que, tu vois, pourtant, je t'ai tenu un discours moi, je suis hyper convaincue, mais je suis quand même régulièrement en train de me rappeler à l'ordre, quoi. Ouais. C'est pas acquis. Hyper intéressant. J'aime beaucoup cette idée de cycle. Ouais, c'est en train de mûrir dans ma tête depuis cette conversation et je vois que le sujet revient en fait dans plusieurs interviews, donc je trouve que c'est à creuser. Écoute, merci beaucoup Sandy pour cette discussion passionnante sur le marketing minimaliste. Merci à toi, Naïs, pour l'invitation et merci de m'avoir invité sur ce sujet dont je parle pas forcément beaucoup et que je trouve vraiment passionnant. Et aussi, mon petit message, ce serait de dire merci de porter cette voix-là, qui est une voix différente sur le marketing parce qu'on en a énormément besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.